Dire que nous en oublions nos deux truands. Ils sont sûrement chez la marquise. Allons-y, et coinçons-les, s'écria Silver. Ils finiront bien par parler. Non, l'arrêta le roi. Il ne sera pas dit que l'on a arrêté des assassins chez une des plus grandes dames de France. Le brave Bontemps hocha la tête. Entendu, sire. Pas de scandale. Nous les cueillerons ailleurs. Nous arrêterons deux soudards ivres qui profitaient de la fête pour commettre quelques forfaits. Voilà ce que j'aime en vous, Bontemps. Vous me comprenez si bien, fit le roi en sortant. Je me remonte le grand canal en gondole. Le feu d'artifice sera lancé dans une demi-heure. Faites prévenir que ce soir, il n'y aura qu'un petit coucher. Il va être 2 heures, sire. Nous devrions peut-être arrêter ces festivités. Non, personne ne doit supposer qu'il se passe quelque chose d'anormal. Je compte sur vous, messieurs, pour rester discrets. Chapitre 19. L'horloge sur la cheminée sonna 6 heures. Anne Composine s'assit près du berceau pour regarder l'enfant dormir. Son petit maître, pensa-t-elle avec tendresse. Désormais, sa vie était liée à celle de l'enfant. Elle avait été choisie parmi 40 candidates pour la qualité de son lait. Dans 2 ans, quand l'enfant serait sevré, elle serait promue première femme de chambre et ne le quitterait plus jamais, ainsi que le voulait la tradition à la cour de France. Le roi lui-même voyait tous les matins sa vieille nourrice, pour qui il éprouvait beaucoup d'affection. Dufort venait de partir se reposer, et son remplaçant arriverait d'un instant à l'autre. Anne se massa la nuque. Elle avait mal dormi, et un tenace mal de tête lui taraudait les tempes. Pas le moment de tomber malade, pensa-t-elle, ou on lui enlèverait l'enfant pour le confier à l'une des 3 nourrices remplaçantes. Elle se leva et alla ouvrir le placard dissimulé dans les boiseries du mur. Elle en sortit le ratafia que le rouquin lui avait offert la veille. Voilà de quoi se remettre les idées en place. Y a pas de mal à se faire du bien, se dit-elle, en buvant un verre de liqueur. Puis Anne prit l'enfant dans ses bras, lui tapota doucement le dos pour qu'il se réveille, ouvrit son corsage et lui tendit un bout de sein rose. À 7 heures, il allait très bien, fit d'une voix chevrotante madame de la Haute-Audencourt, la gouvernante. La nourrice vous le dira. Elle l'a porté à la dauphine qui le voulait près d'elle. À la tétée de 9 heures, il geignait bien un peu. Mais à celle de midi, j'ai fait mander Fagon. Les sourcils froncés, Bontemps regarda le corps marbré de rouge du bébé nu qui criait, comme au comble de la souffrance. Fagon tenta de s'expliquer avec gêne. Nous sommes impuissants devant les maladies des enfants. De plus, vous savez bien que le climat de Versailles est le pire de la région, avec ses marais pestilentiels. Ici, un enfant sur 2 meurt avant l'âge d'1 an. Et celui-ci a eu une naissance fort éprouvante. Est-il empoisonné? Empoisonné, comme vous y allez, fit Fagon, embarrassé, en écartant les bras. Peut-être que oui, peut-être que non. Et que comptez-vous faire? Insista Bontemps, qui commençait à bouillir. Attendre l'autopsie pour en être sûr? Eh bien, des bains de tilleul pourraient peut-être le calmer, et rajoutons 1 ou 2 saignées pour éclaircir son sang. Mais le mieux serait d'attendre. Dieu seul décide. Cela ne vous vexera pas si je demande l'avis de quelqu'un d'autre? Daquin sera de mon avis, j'en suis sûre. Non, je pensais à quelqu'un d'autre, fit Bontemps, en sortant presque en courant, tant les cris de l'enfant le bouleversaient. On aura tout vu, se dit Fagon avec mépris. Voilà que les femmes se prennent pour des médecins. Un jour, elles se mêleront même de politique, si on ne les remet pas à leur place. Et regardez donc cette gamine. C'eût été une matrone, mère de 10 enfants, ma foi, elle aurait l'expérience des marmots. Mais cette fille. Blessé dans son orgueil, il observa Bontemps, qui ne la quittait pas des yeux. Hélas, fit Cécile en berçant l'enfant en pleurs, je ne soigne d'ordinaire que des adultes, parfois des enfants, mais jamais des bébés. Chez les petites gens, faire soigner un bébé, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Si l'enfant est assez fort pour survivre, tant mieux. Sinon, Seigneur, il semble au plus mal. Je vous l'avais bien dit, râla Fagon, au comble de la jalousie. Que pourrait faire cette fille de plus que moi? Elle a sauvé Mendoza, elle. Fagon prit un air outragé. C'est moi qui ai sauvé Mendoza, pensa-t-il avec aplomb. L'effet du traitement a tardé à venir, c'est tout, et cette fichue gamine en a retiré toute la gloire. Devant son impuissance à soulager l'enfant, Cécile ferma les yeux pour une prière muette. Si seulement elle savait comment ils avaient procédé, alors peut-être pourrait-elle faire quelque chose. La santé, songea-t-elle confusément d'un air coupable, j'aurais dû lui souhaiter la santé. À 15 heures tapantes, la nourrice arriva pour la tétée, le visage crispé, en se tenant l'estomac d'une main. Cécile la regardait s'asseoir, puis prendre l'enfant sur ses genoux.
Pas gaillarde, la nourrice, pensa-t-elle en observant le voile de transpiration qui couvrait son front. Sans cesser de gémir, l'enfant, d'un poing rageur, repoussa le sein que lui tendait la jeune femme. Allez-vous bien, madame demanda Cécile. Mais oui, pourquoi donc? N'avez-vous point de maux de tête, des douleurs au ventre, des vertiges insista la jeune fille. La chaleur m'incommode bien un peu, c'est vrai, se défendit Anne, mais pas au point d'être malade. Le bébé contre elle se mit à pleurer à tel point que, découragée, elle le reposa dans son berceau, sans trop savoir pourquoi. Cécile lui demanda. N'avez-vous pas rencontré hier un valet tout roux avec une verrue? Si fait. Au début, il ne m'inspirait pas confiance. Mais en fait, il est fort aimable. Il m'a offert de son ratafia et du meilleur. Et vous l'avez bu? Ben, dame, oui, répondit la nourrice, en passant du regard inquiet de Cécile à celui impénétrable de Bontemps. Et même que j'en ai repris ce matin, ajouta-t-elle, en courant au placard pour en tirer la bouteille qu'elle tendit à Cécile. Celle-ci renifla le flacon avec méfiance, puis le passa au médecin. Arsenic, j'aurais dû y penser, fit Fagon, qui en oublia son animosité pour la jeune fille. Un truc vieux comme le monde. Cécile approuva et poursuivit. On donne un peu de poison à la nourrice, mais pas assez pour qu'elle soit malade. Le poison passe dans le lait et le bébé, lui, à ces mots, la nourrice manqua défaillir. Elle se rassit lourdement, puis regarda le bébé horrifié. Que faut-il faire demanda Cécile au médecin. Rien, petite, répondit tristement Fagon. Nous ne savons pas quelle dose l'enfant a absorbée. Signons-le à tout hasard. Cela fera peut-être partir son mauvais sang. Pitié, ne le martyrisez pas davantage, s'écria Cécile au bord des larmes. Bontemps, qui faisait les 100 pas, s'arrêta soudain puis frappa du poing sur la table allongée. Sac à papier. Cette fois-ci, la marquise aura des comptes à rendre. Je vais prévenir le roi. Vous, mademoiselle, allez chercher les Saint-Béril. Mais vous délirez, Bontemps, fit madame de Montespan avec un rire nerveux. Vous oubliez à qui vous parlez. Où est Tabarin? Tabarin? Connais pas. Elle se tourna vers le roi qui, jusque-là, était resté muet. Faites-le cesser, Louis. Ces fables sont ridicules. Nous vous avons entendu dans la garde-robe, s'écria Guillaume à son tour. Et moi, rétorqua Athénaïs, je vous ai surpris à voler avec cette péronnelle. Mademoiselle Desœillets était avec vous. Elle ne pourra vous répondre, elle s'est retirée chez elle à Paris. Vous avez menacé la reine l'autre soir, attaqua Pauline à son tour. Sire, ouvrez donc les yeux, s'écria la marquise. Cette fille cherche à vous séduire, tout le monde le sait. Et son frère veut se venger de la disgrâce qu'a subie son grand-père. Ils ont tout manigancé avec cette guérisseuse. D'ailleurs, une simple guérisseuse qui parle si bien espagnol, c'est louche. Elle serait votre empoisonneuse, que cela ne m'étonnerait pas. Pauline resta bouche bée devant tant de fiel. Guillaume, pris d'un accès de fureur, s'apprêtait à répondre à l'insulte lorsque Cécile l'arrêta d'un geste. D'un calme trompeur, le roi, lui aussi, laissa la marquise vociférer. Il la savait maître dans l'art de la calomnie. Elle était capable, en quelques mots, de retourner la situation la plus fâcheuse en sa faveur. Vous parlez de la nouvelle comtesse d'Altafuente, madame fit enfin Louis XIV d'un ton égal. Comtesse poursuivit avec hargne la belle Athénaïs. Justement, elle prend sûrement ses ordres à l'Escurial. Voilà la vérité. Et la reine la soutient pour plaire à son frère le roi d'Espagne. Sire, c'est clair. Vous êtes ignoble, madame, s'indigna Guillaume. Cécile est la personne la plus honnête qui soit. Écoutez donc ce jeune coq, ce gosse à la marquise. Cette comtesse l'intéresse ou je ne m'y connais pas. Il dirait n'importe quoi pour la défendre. Le brave Bontemps, rouge à exploser, se demanda quand le roi ferait enfin taire cette langue de vipère. Celle-ci, voyant que Louis XIV ne la soutenait pas, changea de tactique. Mais je dois vous quitter, sire, fit-elle, avec des sanglots dans la voix. Mon petit Louis César, votre fils, est bien malade. Le pauvre est si fragile. Je le veille en ce moment. Cela me rappelle notre petite Louise Marie qui est morte, il y a tout juste un an. Elle versa quelques larmes de crocodile, s'attendant à voir le roi fléchir. J'irai le voir dès aujourd'hui, madame, fit-il, toujours impassible. Mais mon petit-fils, l'héritier du trône, est au plus mal. Priez, madame, pour qu'il survive, car si je ne puis vous désavouer publiquement, vous pourriez bien finir vos jours au couvent. Vous pourriez y réfléchir aux vanités de ce monde en priant pour votre salut, qui en a grand besoin. La marquise resta comme éberluée. Puis, sans piper mot, elle plongea dans une révérence et sortit. D'un calme à toute épreuve, Louis XIV prit le temps de remettre ses gants, arrangea son cordon du Saint-Esprit, puis s'apprêta à partir à son tour. Bontemps, je suis à la ménagerie, où nous ferons la collation. Faites-moi prévenir si l'enfant va plus mal. Bontemps lui ouvrit la porte,
puis ils le virent partir de son pas tranquille et majestueux, encadré de ses gardes de la Manche qui l'attendaient dans l'antichambre. Je ne sais si cette femme est pire que la peste ou que la petite Vérole, fit Bontemps en s'épongeant le front. Les deux, répondit Pauline sans rire. Si elle s'en prend encore à Cécile, commença Guillaume, je lui. Non, tu ne feras rien, fit Cécile. Elle n'attend que cela pour nous discréditer, ou tenter de nous monter les uns contre les autres. Il se raidit en l'entendant le tutoyer et se mit à fixer bizarrement le bout de ses chaussures, comme pour fuir son regard. Cécile le contempla sans comprendre. Depuis ce matin, Guillaume se tenait à l'écart. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas le remarquer. Devant son mutisme, elle poursuivit doucement en cherchant ses mots. Je pensais que tu étais heureux de voir tomber les barrières entre nous. Et celle entre les comtesses à 100 000 livres et les gardes sans le sou, y as-tu pensé avoua enfin Guillaume. Elle eut un gémissement de surprise et tenta de lui prendre le bras. Cet imbécile allait-il tout gâcher entre eux, après tant d'aventures, pour une question d'argent? Mais voilà qu'il se dégageait brutalement et la regardait d'un air courroucé avant de fixer de nouveau le bout de ses chaussures. Il me repousse, constata-t-elle, des larmes plein les yeux. Très bien, monsieur Guillaume, fit-elle, vexée. Puisque ma compagnie vous déplaît, je pars voir mes malades, ajouta-t-elle pour Pauline. Tu ne comprends pas, Cécile, commença d'expliquer Guillaume d'une voix hachée. Il s'arrêta brusquement, puis reprit. Tu vas voir tes malades? Tu n'as plus besoin de travailler, maintenant que tu es devenu riche. Oui, je suis riche, et je peux même m'offrir des barrières en or massif si cela me chante, fit-elle en sortant sans même se retourner. Et toi, tu es un imbécile, un pauvre imbécile. L'enfant s'était enfin endormi, bercé par sa remueuse. Cécile se leva doucement pour regarder par la fenêtre. Dehors, la fête battait son plein pour la seconde nuit consécutive. Ce soir, le roi avait fait organiser un grand bal dans les jardins. Dans la nuit, les bosquets, garnis de lampions de couleurs et de guirlandes de fleurs, avaient pris un aspect féerique. On avait mis en Perse de nombreux tonneaux et de fausses grottes de verdure abritaient des buffets de victuailles. Toute la noblesse était là, venue de 20 lieues à la ronde pour fêter la naissance princière. Jusqu'à la populace qui se pressait dans les jardins, admirant et applaudissant comme au spectacle les luxueuses toilettes et les illuminations. Après le bal et le feu d'artifice, on laisserait les plus pauvres se partager les restes. Au loin, le grand canal était recouvert de faux nénuphars supportant des chandelles qui bougeaient au gré de la brise, comme autant d'étoiles sur la voie lactée. Les musiciens du roi jouaient en sourdine, cachés dans la verdure. Tout cela semblait magique. Parmi les promeneurs, Cécile aperçut Pauline et Hildy, escortées par Silver, puis Élisabeth, qui marchait dignement, poursuivie par un Thomas tenant son chapeau à deux mains. Pauvre Thomas, pensa-t-elle avec compassion, en ressentant l'aiguillon à présent familier de l'amour déçu. Contre cela, pas de tisane, pas de baume. Dans son dos, une porte s'ouvrit. Elle se retourna pour voir Guillaume entrer, l'air soucieux. Va-t-il mieux lui demanda-t-il sans croiser son regard. Il est plus calme. Les taches rouges sur son corps ont presque disparu et j'ai réussi à lui faire boire un peu de lait de vache coupé de tisane dépurative dans un biberon. Heureusement, il semble avoir la constitution robuste de son père. S'il passe la nuit, je pense qu'il sera sauvé. Dufort vient de voir Benvenuti et Tabarin entrer chez la marquise, fit enfin Guillaume après quelques secondes d'un pesant silence. Que compte faire Bontemps? Tous ces hommes surveillent la fête de ce soir, à part Dufort, répondit Guillaume. Alors, j'avais pensé aller les surprendre avec Thomas et Silver. Le château est vide, nous pourrions en profiter pour les cueillir discrètement, comme le veut le roi. Eh bien, qu'attendons-nous fit Cécile, en prenant son châle. Le palier du premier étage était vide. Posté sur les dernières marches en haut du grand escalier des ambassadeurs, caché par la balustrade de marbre, il fixait dans la pénombre la porte ouverte de l'antichambre de la marquise. Cela fait 1 heure que nous attendons. Êtes-vous sûr qu'ils sont là-dedans râla Élisabeth. Ils ont organisé un tournoi de billard ou quoi? Thomas poussa un soupir de lassitude guère discret, puis se tourna vers la jeune fille. Élisabeth, très chère, taisez-vous ou retournez auprès de Pauline et d'Hildy. Ce n'est pas la place d'une femme ici. Ah, ça non alors. Pour une fois qu'on s'amuse. Et puis Cécile est bien là, et vous ne lui dites rien à elle. Taisez-vous pour l'amour du ciel. Monsieur, je ne vous parle plus. La peste soit des bonnes femmes, enragea Thomas entre ses dents. Élisabeth croisa les bras et prit son air buté. Bontemps, dans la pénombre, regarda Dufort avec une lueur de réprobation. Ah, les amateurs, quelle plaie, semblait-il dire. Un grincement,
la porte de l'appartement s'ouvrit sur Claude Desœuillets, qui sortit sur le palier, un chandelier à la main, suivi de la marquise. « J'exige que tout ceci s'arrête, » ordonnait cette dernière. « Vous m'avez forcé la main, et je n'en mesurais pas les conséquences. »« Trop tard, madame, » fit dans son dos Benvenuti. « Vous savez pertinemment que Tabarin a déjà fait le nécessaire. » Tabarin sortit à son tour, puis un Lourmel hagard, visiblement dépassé par les événements. « Un jour, vous nous en remercierez, madame, » la rassura Claude Desœuillets. Puis, la suivante, prenant les choses en main, se tourna vers Benvenuti. « Retournez à Paris et occupez-vous sans attendre de faire taire définitivement la Leroux. Après la volée que vous lui avez donnée, elle risque de courir à la police pour se venger de nous. »« J'y vais moi aussi » souffla Lourmel avec une grimace. « Non, vous surveillez les Saint-Béryl. On vous l'a déjà dit 100 fois. » Sans un mot de plus, la porte se referma sur les deux femmes, puis les trois hommes se dirigèrent enfin vers l'escalier. « Halte, au nom du roi !» cria Dufort en dégainant son arme. Guillaume, Silver et Thomas, épées au poing, se rangèrent aussitôt aux côtés du garde suisse. Après un court instant de surprise, Tabarin sortit à la vitesse de l'éclair la paire de pistolets glissés dans sa ceinture. Un premier coup partit, et Dufort s'effondra, l'épaule broyée. Aussitôt, Élisabeth se mit à hurler de terreur, alors que Cécile courait se pencher sur le garde suisse.